Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine et même en ce début de mois pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce premier numéro de la Grande Team de la semaine, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Coupe de la Confédération CAF, le FC San Pedro a-t-il fait le plus difficile? On en parle au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. La Grande Team, c'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, en direct bien sûr sur la 3. Donc ce mois de décembre, nous sommes le 1er décembre. Bon mois de décembre à tous et à toutes. Donc voilà, c'est parti et je serai accompagnée ce soir de José Diati. José, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Bon mois de décembre. Merci. Voilà. C'est une belle entame. On espère que le mois sera magnifique. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, ça peut aller. D'accord. Vous me devez mon cadeau de Noël en avance, Jean-Philippe. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais comme un charme. Et vous? Très bien. Merci. Ouh là là, Kader, quelle élégance. Je vous en prie. D'accord. OK. Ça va. Ça va. OK, voilà. Bon, restons concentrés, messieurs. La Grande Team, c'est jusqu'à 22h. La question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération CAF, le FC San Pedro a-t-il fait le plus difficile? C'était donc hier. Kader, vous étiez sur le plateau où le FC San Pedro qui a remporté. J'ai assisté à une belle victoire du FC San Pedro qui se relance dans la course dans ce groupe-là avec l'USM Alger. Et on en parlera donc dans l'actu avec la question LGT, Coupe de la Confédération CAF. Le FC San Pedro a-t-il fait le plus difficile? Et pour nous joindre, vous avez la page Facebook de la 3, mais aussi vous avez le téléphone de la 3. Et le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Notez bien le numéro de téléphone de la 3 et puis insistez. C'est sûr que vous réussirez à nous avoir le 27 21 59 93 99. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant. LGT News. Taekwondo, Grand Prix de la zone Afrique pour commencer les news de cette semaine. Les éléphants taekwondoïnes sur la plus haute marche du podium. La Côte d'Ivoire a fait valoir son statut de pays d'accueil à l'Open du Grand Prix de la zone Afrique disputé les 27 et 28 novembre en alignant le maximum d'athlètes sur les tatamis du gymnase Kim Yong-tai du CSTKO. Au terme de cette compétition, les Ivoiriens se sont illustrés de fort belle manière avec 17 médailles glanées, dont 9 en or, 1 en argent et 7 en bronze. Le contingent ivoirien en territoire conquis est surtout motivé par la présence du président Jean-Marc Yassé et le soutien du public a brillé de mille feux afin de faire valoir sa suprématie. Kadiatou Samira Batili, des plus de 63 kg, Ima Zegela Sarah Meïté, des moins de 55 kg, Ruth Emmanuela Talo, des moins de 44 kg, Ouattara Malik Tiemoko, des plus de 73 kg, Jean-Yves Traoré Habib, des moins de 73 kg, pour ne citer que ceux-là, ont tous raflé l'or. L'Open des Grands Prix Zone Afrique, la première du genre, a vu la participation de près de 200 athlètes venus de 22 pays issus de cette zone du continent, à l'issue duquel la Côte d'Ivoire s'est hissée sur la plus haute marche du podium. On est fiers de ce qu'on a accompli parce qu'après tant d'entraînement, on est fiers. On s'est entraîné dur et aujourd'hui on a eu la médaille d'or. Grâce à Dieu. Cette compétition, elle a été un peu difficile. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir la médaille d'or. Et je remercie tous mes coachs et mes amis qui m'ont soutenu pendant tout le processus d'entraînement. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a été à la hauteur, puisque nos jeunes talents qui sont découverts ici actuellement vont encore monter sur la scène non seulement internationale, mais sur la scène olympique. Donc nous disons merci à tout le comité directeur, à tout le bureau directeur pour ce travail fourni et abattu. Et faire savoir que la Fédération ivoirienne de taekwondo sera toujours là pour sortir les valeurs du taekwondo au niveau de la Côte d'Ivoire. Strongman, une formation intensive pour renforcer les compétences des acteurs de la discipline. Comment devenir un strongman?
Comment développer son endurance et sa capacité à soulever des charges lourdes? Autant d'interrogations qui étaient au cœur de cette formation organisée par la Fédération ivoirienne de bodybuilding et disciplines associées FIBDA, en partenariat avec la Fédération française des hommes forts Strongman. Pendant 6 jours, Frédéric Vanden, alias Big Fred, ancien international français, et Pierre Motal, septuple champion de France en titre, ont passé en revue tous les aspects essentiels de la discipline. Des mouvements fondamentaux et techniques d'exécution aux fréquences d'entraînement, en passant par les notions de nutrition sportive et de préparation mentale, aucun détail n'a été négligé au cours de cette formation de haut niveau destinée au renforcement des capacités physiques et psychologiques des coachs, arbitres et athlètes engagés dans le strongman. Une formation théorique enrichissante accompagnée d'une évaluation et de cas pratiques pour offrir aux participants un apprentissage complet et efficace. La remise officielle de certificats pédagogiques couronne ainsi cette session intensive marquant une étape importante dans le développement de la discipline en Côte d'Ivoire. Handball Awards 2025. Les meilleurs de la saison récompensés. La 6e édition des Awards du handball ivoirien s'est tenue samedi dernier dans la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Cette initiative de la fédération, qui vise à encourager les athlètes au sortir d'une saison éprouvante, a rassemblé tous les acteurs. Nombreux sont ceux qui ont été honorés pour leur performance. C'est le cas chez les dames de Namanian Traoré, Abidjan HBC, meilleure joueuse, et d'Esther Goto du Petro AC, meilleure buteuse avec 69 réalisations. Le prestigieux prix Saliou Ouattara, récompensant le meilleur joueur, a été attribué à Daniel Aliman de Renaissance Don Bosco, quand Djoman Sekango a décroché la palme de meilleur buteur avec 80 buts. Siaka Kofi s'en tire avec le prix du meilleur entraîneur de la saison chez les dames. Il faut noter que plusieurs clubs chez les cadets, juniors et seniors ont reçu des distinctions, de même que des anciennes gloires telles que Akpa Julienne, Sebo Dominique et bien d'autres. Cette saison a été une saison assez bonne pour nous. On va dire même une très bonne saison. Voilà, nous avions l'objectif de réaliser le doublé. Et avec les efforts des uns et des autres, nous avons pu réaliser cet objectif-là. Donc on va dire que nous avons atteint nos objectifs et nous sommes très fiers de ce que nous avons produit. Alors il faut dire qu'après une saison de dur labeur, une saison très dense, voir son travail récompensé par le handball ivoirien, nous ne pouvons que dire merci. Alors au-delà de ce prix, nous voulons dire merci à toutes les joueuses qui ont permis à Namania d'être aujourd'hui meilleure joueuse de la saison. Parlons de football. FIF, Assemblée Générale Extraordinaire, validation des décisions majeures. Les acteurs du football ivoirien avaient rendez-vous au ministère des Affaires étrangères pour leur Assemblée Générale Extraordinaire samedi dernier. Cette conclave, dans l'ensemble, s'est déroulée dans de bonnes conditions, puisque les points clés à l'ordre du jour, notamment l'orientation de la FIFA, concernant la prochaine élection présidentielle à la tête de la FIF, a eu l'approbation à l'unanimité de tous les clubs. En effet, ces échéances auront lieu soit 3 mois avant ou 3 mois après la Coupe du Monde 2026. Le budget fédéral 2026 a été approuvé également. Ce montant est chiffré à 21,7 milliards de francs CFA. Au cours d'une conférence de presse, le président Yacine Idriss Diallo a profité pour faire des révélations sur la participation des éléphants à la prochaine CAN 2025. La liste des joueurs sera connue le 9 décembre et le début de rassemblement est prévu pour le 10 décembre à Marbella, en Espagne. À partir du 11, les joueurs vont arriver. Ce sera dans le sud de l'Espagne, dans la ville de Marbella, à côté de Malaga. Ils vont se préparer là-bas avec 2 matchs amicaux, dont je n'ai pas encore les dates. Et à l'issue de ces 2 matchs amicaux, si Dieu le veut, le 20, nous allons quitter Malaga, Marbella, pour nous rendre directement à Marrakech et donc aller défendre notre titre et essayer de ramener à la maison le trophée. AGSCI, Ouattara Gaussou, nouveau président.
L'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, AJSCI, a un nouveau président. Il s'agit de Ouattara Gaoussou, dit OG, journaliste au quotidien d'information générale, Le Patriote. Il a été élu avec 22 voix contre 2 pour son adversaire, Prince Akabla de Kwakwato Sportif. Kassi Karine et Vessoum ont été élus respectivement commissaires aux comptes. Cette assemblée générale élective, tenue dans la salle de mariage d'Adiaké samedi dernier, a vu la présence des représentants du maire, le deuxième adjoint au maire, Issa Doumbia, et Adam Khalil, conseiller technique du ministre délégué des Sports. Pour rappel, Ouattara Gaoussou succède à Alphonse Camara. Il est le 4e président de l'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Nous avons réalisé beaucoup de choses pour le reconnaître. C'est vrai qu'à un certain moment dans la vie de toute association, il y a des hauts et des bas. Donc, nous disons merci à l'équipe sortante, dont je fais partie d'ailleurs. Nous allons continuer à travailler sur cette phase. Cameroun, Samuel Eto'o réélu à la FECAFOOT. Sans concurrent à l'élection de la présidence de la Fédération camerounaise de football, tenue samedi dernier, Samuel Eto'o fils a tout naturellement été plébiscité à la tête de la FECAFOOT. Selon des informations, le scrutin s'est conclu avec 85 voix sur 87 en faveur de l'ancien international camerounais. Eto'o va exercer un second mandat à la tête de la FECAFOOT, une première depuis les 3 mandats successifs de Mohamed Iya entre 2000 et 2013. Nous y reviendrons dans notre édition de ce mardi. Une autre information pour vous, amoureux du sport, vous suivez bien sûr votre émission La Grande Team. TIDA, le coup d'envoi de l'édition 10 donné. Annoncé en grande pompe par les organisateurs, le tournoi international du district autonome d'Abidjan dénommé TIDA a débuté ce lundi avec plusieurs rencontres. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée cet après-midi au stade Robert Champroux de Marcory en présence de nombreux invités du monde sportif, dont plusieurs agents de joueurs. Nous vous donnons donc quelques résultats de cette première journée, soit sélection 225-0 à 1. Sélection Côte d'Ivoire, Soso Academy, 2-1. AFC Gesser, Zoman FC, 0-1. CSB Mali, Sol FC, 2-1. Et Volcan Junior GFI, 2-0. Voilà, le coup d'envoi donc est lancé, le coup d'envoi du TIDA, la 10e édition du TIDA. Le débrief des news, on va commencer avec Kader. Oui, on parle de l'AGSCI, l'association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Voilà, et Ouattara Gaoussou, nouveau président. Oui. Le 4e président de l'AGSCI, l'association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, vous l'avez si bien rappelé, Marie-Christine. Il a été élu ce samedi à la salle de mariage d'Adiaké, la sympathique ville d'Adiaké. Les portes nous ont été ouvertes par le député maire Iensier, qui a mis tout en œuvre pour que les choses se passent dans une ambiance bon enfant. Les congressistes sont arrivés vendredi la veille. Le lendemain, samedi, ils ont tous convergé vers la mairie. On a tenu cette assemblée générale qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle, à l'issue de laquelle Ouattara Gaoussou a été porté à la tête de la structure. Il y a eu un vote, contrairement à l'élection de Samuel Eto'o, mais le même jour. Il y a eu vote à l'association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Prince Akabla, qui est journaliste au Kwakwato Sportif, s'est présenté face à Gaoussou. On a vu, n'est-ce pas, le triomphe, j'ai envie de dire, de Ouattara Gaoussou, qui est lui chef de service culture et sport au journal Le Patriote. Et il succède donc à Tamara Koulibaly, le premier président, à Elisabeth Goli, la première dame présidente de l'AGSCI, et ensuite à Alphonse Camara, qui était le président sortant. Et donc, bon vent à ce monsieur-là qui, on va dire, qui est membre fondateur de l'association sportive des journalistes de Côte d'Ivoire et donc qui a la lourde tâche maintenant de faire revivre cette association-là. C'est vrai que par le passé, on avait beaucoup d'activités. On a connu une période difficile, mais cette fois, les membres ont pris à bras le corps le désir, n'est-ce pas, de faire revivre l'association. C'est l'occasion pour nous de dire merci au député maire Iensier qui a mis tout en œuvre, comme je l'ai dit, à son deuxième adjoint, au maire Issa Doumbia qui était présent, et au représentant du ministre des Sports, Adam Khalil, qui a représenté le ministre des Sports, à Djessi Lasmech. Et donc, bravo à lui, à Ouattara Gaoussou. On espère maintenant qu'il va dérouler son programme et puis faire revivre cette association-là, qui existe, je le rappelle, depuis 2007 et qui aura 20 ans dans 2 ans.
Ouattara Gawusu dit OG. Dit OG, exactement. C'est vrai qu'il est très connu sous OG. Exactement. Voilà. Et vous y étiez? Exactement. Ce week-end. On a passé de très bons moments à Diaké. Vous avez passé de très bons moments. Très bien. Carton jaune pour Kader. On va passer de bons moments. On va passer de bons moments à Diaké pendant que moi j'étais à Abidjan ici avec Jean-Philippe et José Djati. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, on se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de notre émission et la suite du débrief des news. À tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait que neta não lhe sorte. Forte pros parça, bigode, trote. É o que elas quer dar. Renouer avec tout. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. On poursuit le débrief des news. On va parler football, hein, Fédération ivoirienne de football, l'Assemblée générale extraordinaire. Jean-Philippe, oui. Oui, la Fédération ivoirienne de football est une assemblée générale extraordinaire le samedi dernier au cœur du plateau, la capitale de la capitale, si on peut le dire ainsi, Abidjan. Et à cette assemblée générale extraordinaire, 2 points ont retenu notre attention. Le premier point concernait la modification des textes sur l'éligibilité, sur plutôt l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football en année de Coupe du Monde. Ouais. Et le président Idriss Diallo a présenté à l'Assemblée générale un projet de test qu'il a dit pour essayer de se mettre en harmonie avec, pas les injonctions, mais les propositions de la Fédération internationale de football association pour éviter qu'il y ait tout le temps des quiproquos en année Coupe du Monde. Il était proposé maintenant d'organiser l'Assemblée générale élective, soit 3 mois avant le 30 juin ou 3 mois après le 30 juin. Et donc cette disposition-là a été tout simplement adoptée par l'Assemblée générale et en même temps la date de la prochaine élection présidentielle à la Fédération ivoirienne de football en 2026 a été donnée. Il s'agira donc de l'organiser après la Coupe du Monde qui aura lieu en Amérique du Nord et donc pour permettre aux éléphants de pouvoir évoluer dans un environnement de sérénité. Et le second point concernait bien évidemment l'adoption du budget de la Fédération ivoirienne de football. Et donc ce budget porté à hauteur de 21,7 milliards qui s'est décomposé un peu comme suit. 40% du budget alloué aux compétitions locales, 32% alloué aux infrastructures, dont le centre technique national qui va bénéficier d'un financement pour sa modernisation à hauteur de 2,1 milliards. Ouais. Le président de la Fédération a également annoncé l'investissement dans la construction d'un nouveau siège au niveau de l'avenue 1 au plateau. Et puis, bien évidemment, la génération de sièges de surface locative, sans oublier la rénovation des terrains de proximité à Yopougon, Abobo et Anyama. Également le football féminin qui, grâce à la SEC du Mozart, a réalisé de belles performances. Il ne sera pas en reste. 14% du budget lui sera dédié, dont un financement complet des championnats de 2 et de 2-2. Et puis, bien évidemment, la formation des entraîneurs féminins pour développer cette discipline. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ouais. Hors antenne, vous avez dit que vous serez bref. J'ai été bref, je n'ai pas voulu. Eh bien, dis donc, Kader, si on appelle ça être bref. Pas la même appréciation du mot bref. Pas du tout. Allez, on poursuit avec José Djati. Oui, Samuel Eto'o réélu à la FECAFOOT. Oui, on passe d'une fédération à une autre. De la Côte d'Ivoire, on passe à celle du Cameroun. Effectivement, Samuel Eto'o a été plébiscité à la tête de la fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Avec 85 voix contre 87. Il faut dire que c'est un grand succès pour Samuel quand on sait le contexte, le contexte dans lequel ces élections-là se sont déroulées. Oui. Vraiment, des conflits permanents avec le ministère des Sports qui perdurent. On avait même annoncé le report, cette Assemblée générale même était menacée.
Mais quand on a annoncé que 2 émissaires de la FIFA allaient prendre part à cette élection, je pense que ça tempérait un peu les ardeurs du ministère. Donc cette élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il faut dire que Eto'o est dans un profil où, en tant qu'anciens joueurs, ils ont 2 axes, les anciens joueurs, 2 axes de reconversion. Il y a l'aspect vraiment administratif, un peu un parcours à la Platini, et puis il y a l'aspect encadrement technique. Donc lui, il a choisi l'aspect administratif, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est président de la Fédération camerounaise de football. Et il est à la CAF, il fait son bout de chemin pour occuper des fonctions au niveau des instances continentales et internationales, contrairement à d'autres qui sont essentiellement orientés vers l'encadrement technique, c'est-à-dire ce sont des sélectionneurs et des sélections. Donc, c'est 2 profils vraiment différents. On ne peut souhaiter que bonne chance à Samuel Eto'o et qu'on espère que tous les conflits qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Afrique avec le ministère vraiment soient mis à plat pour que le Cameroun et les Lions puissent aller de l'avant. Voilà, en tout cas, félicitations à Samuel Eto'o fils, réélu donc à la tête de la FECAFOOT. Et puis le focus, c'est maintenant, on y va. Et nous avons un invité ce soir, nous parlons judo. L'Open international d'Abidjan 2025 de judo s'est achevé hier dimanche avec la bonne moisson des éléphants judokas. Pour en parler, donc, nous recevons M. Daboné Seydou, président de Côte d'Ivoire Judo, par ailleurs, président du comité d'organisation de ce tournoi. Nous le recevons maintenant sur le plateau de la grande team. Président Daboné Seydou, président de Côte d'Ivoire Judo. Bonsoir, président. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, président. Le message est passé. Ah, je vois que le message est passé et j'ai tout le sourire. Et aussi, on a le sourire parce que vous avez rapporté, bon, dis donc, président. Ouh là là, félicitations. Merci. Bon, d'accord. Soufflons un tout petit peu, déjà, avant de vous permettre de mieux vous installer, afin de vous permettre de mieux vous installer. Voyons un résumé de cette compétition à travers cette vidéo. On regarde. Effectivement, voilà, c'est cela. Et voilà l'Open international d'Abidjan 2025 de judo qui s'est achevé hier. Président, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Beaucoup d'émotions. Je découvre des images. Vous savez, quand vous organisez, vous êtes un peu partout, donc il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Et là, je découvre ces images avec beaucoup d'émotions. Et la moisson a été très bonne pour nos judokas à voir ces trophées. Déjà, c'est quel trophée, s'il vous plaît, président? Alors là, à ma gauche, vous avez la Coupe d'Afrique junior. Nos éléphantos ont remporté la Coupe d'Afrique. Et à ma droite, les cadets ont remporté la Coupe, la 3e place. Donc, ils sont classés 3e. Et au niveau de l'Open d'Abidjan, nous sommes classés 4e, à 2 médailles près du premier titre. Félicitations et ça s'applaudit, s'il vous plaît, messieurs. Félicitations, président. Et puis, est-ce la preuve aussi que cet Open a été parfaitement organisé? Alors, nous avons 3 baromètres. Vous avez déjà les pratiquants, ceux qui sont venus pour la compétition. Quand vous avez un très bon retour, vous dites que c'est bien organisé au niveau sportif. Ensuite, vous avez la Fédération internationale du judo et l'Union africaine de judo qui vous regardent en direct. Il faut dire que toutes les finales sont en direct sur Judo TV. 2 millions de spectateurs à travers le monde. Et puis, vous avez le ressenti de la salle. Et au niveau de la salle, vous avez vu l'ambiance, mobilisation réussie, les gens ont pris plaisir à être là. Et puis à la fin du tournoi, plus réussi on attendait la nouvelle. Et 10 minutes après, la Fédération internationale a envoyé le message pour dire parfait, tout est bien organisé. Donc nous sommes plutôt satisfaits parce que tous les acteurs, ils ont fait un bon retour. Un très bon retour. En tout cas, on a vu effectivement les images. Jean-Philippe, une question au président. Président, en tout cas, félicitations pour cette belle organisation. Félicitations également pour les résultats, parce que vous avez dit la dernière fois, l'objectif principal, c'était de préparer les Jeux Olympiques. Ce n'était pas forcément d'aller remporter des médailles, mais les garçons et les filles se sont très bien battus pour permettre au pays de bien figurer dans cette Open. Vous avez parlé de satisfaction générale, mais aujourd'hui, vous, en tant que président, avec un peu de recul, à votre avis, quels sont les points d'amélioration qu'on doit attendre pour les prochaines éditions? Alors, nous sommes satisfaits dans l'ensemble.
mais il faut nuancer. Nous sommes au début d'un processus. Donc, les athlètes nous ont surpris parce que ça va faire bientôt 1 an qu'ils ne sont pas sortis. Depuis 1 an, nous travaillons sur le plan local. Et ce tournoi était un vrai révélateur pour nous. Ça nous a permis de jauger le travail que nous sommes en train de faire, de nous montrer le niveau auquel nous avons atteint. Il faut dire qu'il y a encore du travail. On n'est pas vraiment à la recherche de résultats maintenant, mais ce que nous avons vu avec nos gosses nous laisse espérer pour sur de meilleurs auspices. Oui, Kader. Président, je crois qu'en avril dernier, vous organisez déjà un championnat d'Afrique. Quelle est la différence entre celui que vous organisez en termes de satisfaction et celui que vous venez d'organiser? Quels sont les points de satisfaction sur ce tournoi-là surtout? Alors, le championnat d'Afrique nous a été pratiquement imposé. On a été victime de notre succès parce que nous avons organisé la première édition et la deuxième édition de l'Open. C'était très bien passé. Donc, l'Union africaine de judo et la Fédération internationale de judo qui voulait une vitrine nous a confié le championnat d'Afrique. Nous l'avons très bien organisé grâce au ministère des Sports et à la mobilisation aussi grâce à la presse. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons décidé de reprendre le travail à la base, en commençant par les minimes, les cadets et les juniors. Et justement, on recevra plus de 200 judokas, plus de 200 judokas venus des 4 coins du monde. Est-ce que ce pari était gagné d'avance, Président? Pas vraiment, parce que nous attendons à moins. Nous attendons 80 participants. On a été très surpris de recevoir 200 participants, 22 pays. On a dû réadapter notre organisation et, comme je disais tantôt, avec le retour que nous avons compris que l'équipe en place a fait du bon travail. Nous sommes suffisamment outillés et la Fédération internationale et l'Union africaine de judo ont décidé de nous confier la première championship de club, cadet et junior, en novembre d'année 2026. Félicitations, Président. Est-ce que finalement, on pourrait dire que Abidjan devient la capitale désormais du judo africain? Alors nous, on travaille, on laisse les autres parler, mais déjà, les résultats, vu l'affluence des pays qui viennent à Abidjan, quand nous organisons nos tournois, oui, Abidjan, petit à petit, en train de reprendre sa place au niveau africain. Nous espérons faire d'Abidjan un hub du judo mondial. Très bien. Oui, Jean-Philippe, une question. Président, quel est le bilan en termes de médailles remportées des nôtres? Alors, je disais tantôt, nos cadets sont classés 3e, après avoir perdu quand même 5 finales d'or. Ensuite, nos juniors se sont brillamment illustrés en remportant la Coupe d'Afrique. Et nos seniors ont fait 5 finales, ils ont perdu 4, mais c'est de bon augure. Donc, ils sont classés 4e sur 19 pays. Nous sommes sur la bonne voie, mais comme je disais tantôt, le travail vient de commencer. On va rester très lucide. Nous sommes très loin de nos objectifs qui sont de qualifier au moins l'athlète pour 2028, aller chercher une médaille en 2032 et puis nous installer durablement après 2036 sur le trône du monde du judo. C'est ce qu'on vous souhaite, Président. Oui, José Dati, une question. Alors, Président, le judo étant une discipline olympique très majeure, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le judo en Côte d'Ivoire, qui faisait partie quand même du fleuron au niveau des sports de combat en Côte d'Ivoire? Est-ce que le judo aujourd'hui est dans une phase de reconstruction pour amorcer une nouvelle dynamique? Alors, vous avez répondu à la question. Merci. Je cherchais le mot. Le judo est en phase de reconstruction. Vous voyez, pendant 10 ans, nous avons eu 2 athlètes de très haut niveau que nous avons accompagnés, mais qui malheureusement n'ont pas pu casser le plafond de verre. Ils ont tous été vice-champions d'Afrique. Nous avons fait 3 Jeux olympiques d'affilée. Nous n'avons jamais passé le premier tour. Donc on s'est servi de cette expérience-là pour revenir à la base et qu'on reconstruit le judo ivoirien en partant des minimes, des cadets, pour leur donner une longévité au niveau de la haute compétition. Nous sommes en reconstruction. Voilà, Président, un mot de fin. Alors, je vais profiter pour remercier surtout mon équipe. Ils ont fait un travail formidable et remercier la presse parce que c'est grâce à vous, grâce à vos critiques, grâce à votre présence dans nos compétitions que nous avons pu améliorer la qualité de notre organisation. Dis merci aussi à M. le ministre qui, bien qu'il n'était pas avec nous ce week-end, nous a vraiment soutenus, nous a apporté tout ce qu'il fallait pour que cette fête soit une grande réussite.
Merci beaucoup, président Daboni Seydou, président de Côte d'Ivoire Judo. Et puis, la moisson fut bonne pour nos judokas, vu ces magnifiques trophées actuellement sur le plateau de la grande team. Félicitations encore, président. Merci, Marie-Christine Leray. Allez, on va poursuivre cette émission. Vous suivez bien sûr la grande team. Nous sommes en direct chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La CAN, c'est bientôt. Et on passe à la rubrique Échauffement Maroc 2025. L'Égypte, détentrice du nombre de titres de la CAN, nourrit de grandes ambitions pour Maroc 2025. Toutefois, dans le groupe B, elle aura fort à faire face à des adversaires de taille, comme nous le relate ce sujet de la rédaction. On regarde. L'Égypte est la référence absolue de la CAN. Les pharaons détiennent quasiment tous les records d'équipe, à savoir le nombre de participations, 26, le nombre de titres, 7, le nombre de finales, 10, le nombre de matchs joués, 111, le nombre de victoires, 60, ou encore le nombre de buts marqués, 175. La sélection égyptienne est l'ogre de la compétition. Cependant, le Maghreb demeure un terrain difficile pour elle. Le meilleur résultat qu'elle y a obtenu, c'est une place de quart finaliste en 1994 en Tunisie. La dernière fois qu'elle a été au Maroc, c'était en 1988 et elle s'est arrêtée au stade des Poules. Les pharaons entendent donc non seulement vaincre le signe indien cette année, mais aussi offrir à leur capitaine Mohamed Salah le trophée qui manque tant à son fabuleux palmarès. Après 2 finales perdues en 2017 et 2021, la star égyptienne est très motivée à l'idée de monter enfin sur le toit d'Afrique. Pour cela, il va falloir s'extirper d'une poule piégeuse qui comprend également l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Les Bafana Bafana apparaissent comme l'adversaire le plus sérieux des Égyptiens. Championne d'Afrique en 1996, la sélection sud-africaine reste sur une belle médaille de bronze conquise lors de la CAN 2023 à Abidjan. L'Égypte va devoir se méfier également de l'Angola qui est sur une belle dynamique car finaliste de la CAN 2023. Les Palancas Negras ambitionnent de briser ce plafond de verre et terminer pour la première fois de leur histoire dans le dernier carré. Avec l'arrivée du technicien français Patrice Baumel, le groupe conduit par Gelson Dalla et Mabouloulou a repris confiance. Quant au Zimbabwe, il fait figure de petit pousset de cette poule B. En 6 participations à la CAN, les Warriors n'ont jamais franchi le cap de la phase de groupe. Sous la houlette du technicien roumain Mario Marinica, l'heure est sans doute arrivée pour les guerriers zimbabwéens de déjouer les pronostics et de marquer la CAN de leur empreinte. Voilà, et on s'intéresse donc au groupe B. Et bien sûr, avant de débuter, voyons l'affiche de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et Zimbabwe. L'Égypte, Fédération égyptienne Football Association EFA, fondée en 1921, affiliée à la FIFA en 1923, affiliée à la CAF en 1957. Le président de cette fédération s'appelle Hani Abo Rida. Au classement FIFA, l'Égypte pointe à la 34e place. Palmarès vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises en 1957, 1959, 1986, 1998 au Burkina Faso, 2006 en Égypte, 2008 et 2010. Et le surnom sont les Pharaons et le sélectionneur c'est Osama Hassan. L'Afrique du Sud, le nom de la fédération South African Football Association, SAFA, fondée en 1892, affiliée à la FIFA en 1992, affiliée à la CAF en 1992. Le président se nomme Danny Jordan. Au classement FIFA, les Sud-Africains sont 61e. Le palmarès vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1996, surnom les Bafana Bafana, sélectionneur Hugo Bross de la Belgique. Angola, fédération... Bon, je ne vais pas lire en portugais quand même. Ah, vous pouvez. Hein. Fondée en 1979, affiliée à la FIFA en 1980, affiliée à la CAF en 1980. Le président s'appelle Fernando Alves Simoes. Classement FIFA 89e, palmarès néant. Surnom les Palancas Negras, sélectionneur Patrice Baumel, qui est très bien connu du public ivoirien de la France. Le Zimbabwe Football Association, ZIFA, fondée en 1965, affilié à la FIFA en 1965, affilié à la CAF en 1980. Président Kobile Magwizi, classement FIFA 129e, palmarès néant, surnom les Warriors, sélectionneur Mario Marinica de la Roumanie.
Voilà, on vient donc de voir les fiches des 4 équipes logées dans le groupe B pour la CAN 2025 au Maroc. Mais déjà, messieurs, Kader, le Maghreb ne réussit pas véritablement à l'Égypte. À la CAN, les pharaons ont-ils les armes, pour prendre vos mots, pour briser le signe indien au Maroc? Oui, je crois que c'est une équipe qui, c'est vrai, n'a pas réussi une très belle CAN ici en Côte d'Ivoire en 2024, mais qui a la revanche, on va dire, dans la gorge, qui veut se refaire, parce que l'Égypte fait partie des favoris naturels de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'équipe qui a gagné le plus grand nombre de fois la Coupe d'Afrique des Nations, cette fois, et qui a le plus grand nombre de participations à cette compétition-là. Donc forcément, cette équipe-là va vouloir vaincre le signe indien. C'est vrai que depuis 1986, où elle organise, qu'elle gagne, en 2006, elle organise, elle gagne. C'est vrai qu'il faut chercher longtemps une belle prestation de l'Égypte dans le Maghreb, mais cette fois, peut-être que les pharaons veulent vaincre le signe indien. Ils ont toutes les solutions, tous les arguments. Je ne parlerai pas d'âme aujourd'hui pour pouvoir arriver à leur fin. La dernière finale qu'ils disputent, c'est celle de 2017 au Gabon, perdue face au Cameroun. Donc, depuis, les pharaons, emmenés par Osama Hassan, ancien joueur, ancien vainqueur de la Coupe d'Afrique en 2006 avec l'Égypte, eh bien, a de grandes ambitions pour cette équipe-là. Ce ne sont pas les joueurs qui manquent. Donc, pour moi, cette équipe-là va vouloir vaincre le signe indien. Et ça va être un sacré client au Maroc en 2025. Effectivement, ce ne sont pas les joueurs qui manquent. José Diaty, on a même Mohamed Salah dans cette équipe. Oui, bon, pour moi, c'est vrai qu'on peut débattre sur cette question, mais je pense que dans cette poule B, quand même, l'Égypte fait figure de très grandissimes favoris. C'est vrai qu'il y a des équipes comme l'Afrique du Sud, mais les équipes comme l'Égypte, on parle du Maghreb, mais c'est vrai... parce qu'ils se connaissent. Voilà. C'est vrai que l'Égypte n'est pas le Maghreb. L'Égypte, ce n'est pas le Maghreb. Oui. Voilà. Mais une fois qu'ils arrivent, c'est pratiquement le même mode de vie, le même climat. Donc, naturellement, quand nous, on se déplace pour aller jouer une Coupe d'Afrique au Ghana, naturellement, il y a un enjeu. Il y a un enjeu de la proximité d'abord. Donc, c'est comme ça que l'Égypte se retrouve dans la proximité avec des nations comme le Maroc, l'Algérie. Et puis, bon, il faut préciser aussi que quand l'Égypte se déplace au Maghreb, c'est-à-dire dans, comment on appelle, dans la physionomie même des nations, l'Égypte se place toujours au-dessus de ces... À la limite, je veux dire, quand un Égyptien est là, en fait, les autres Maghrébins ne parlent plus, franchement. Donc, effectivement, voilà, l'Égypte est carrément au-dessus. Donc, il y a ce désir, il y a ce sentiment un peu de cette nation qui regarde un peu de haut les autres, surtout celles du Maghreb. Donc, naturellement, quand l'Égypte arrive dans ces conditions-là, dans ce genre de pays-là, la motivation pour ces joueurs-là est encore plus grande à affronter l'Égypte. Voilà, donc c'est pourquoi on dit au Maghreb, il n'arrive pas quand même à se passer. Il y a beaucoup d'adversité. C'est-à-dire quand il y a le match, il y a le match, il y a le match. Voilà, donc les autres prennent beaucoup plus de volume. Voilà. D'accord, José Diaty, mais vous prenez quand même un carton jaune. Je vous ai posé une question sur Mo Salah, vous n'avez pas répondu à ma question. Jean-Philippe va répondre à cette question, j'espère, avant de donner les arguments de l'Égypte. Oui, Mo Salah sera déterminant. Mais écoutez, les pharaons égyptiens attendent de Mo Salah qui leur permette enfin de remporter le 8e titre de champion d'Afrique. Vous savez, dans l'histoire de ce pays, chaque grand nom a réussi à remporter une Coupe d'Afrique à minima. Mo Salah est le grand des joueurs égyptiens, donc le grand des pharaons, qui n'a pour l'instant pas inscrit son nom au palmarès de cet événement. Et ça peut être une donne importante pour, je dirais, cette équipe nationale de l'Égypte, à partir du moment où tous les joueurs risquent de décider de jouer pour Mo Salah, un peu comme ce que les Argentins ont fait en 2022 au Qatar, en disant de se mettre au service de Lionel Messi. Et ça peut être assez déterminant pour la prestation des Égyptiens durant cette compétition. En Côte d'Ivoire, on les avait vus commencer très fort. Et puis, ils sont tombés quand même sur de très bons adversaires qui ont finalement eu raison d'eux. Mo Salah n'a pas été très déterminé. Il était blessé même en cours de compétition. Et cette année, ils arrivent quand même, à mon sens, avec, en dehors du Nigeria, la meilleure division offensive de la compétition. Vous avez Mo Salah, vous avez l'attaquant de Manchester City, ancien canonnier de Francfort, dont je mets le nom, Marmouche, voilà, entre autres. Vous avez Trezeguet, cette équipe égyptienne, elle est, je dirais, parée à chaque ligne. Et puis, on sait très souvent que
l'équipe égyptienne, je dirais, se sent bien lorsque ces cadors se sentent bien. Là, on a le Zamalek, on a le Nasser Al-Ali qui sont en train de remonter en puissance au niveau des compétitions locales. Et donc, il faut faire très attention à cette équipe-là. Et puis, ces internationaux également sont en très grande forme. Donc, moi, je dirais qu'attention à cette équipe de l'Égypte, elle pourrait créer la surprise. C'est une formation habituée à cette compétition et qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'a toujours remportée au moment où on s'attend le moins à elle. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne la voient pas venir. Et je pense que c'est une formation qui aime avancer masquée. Donc, attention, ces garçons pourraient jouer pour Mo Salah. Et s'ils décident de jouer pour Mo Salah, ben, écoutez... pourquoi pas l'Égypte championne d'Afrique, même si en tant qu'Ivoirien, je ne le souhaite pas. Très bien. En tout cas, dans ce groupe, nous avons l'Afrique du Sud, 3e de la CAN 2023. Est-ce qu'elle peut être plus forte qu'il y a 2 ans? Kader. Avant de répondre à la question, j'ai parlé de 2017, dernière finale du Cameroun, c'est plutôt 2021, face au Sénégal, perdu au tir au but. Rectifier ça. Parler de l'Afrique du Sud... C'est rectifié. Pour moi, dans ce groupe-là, c'est l'Afrique du Sud, pour moi, qui fait figurer favori. Parce que si on reste dans la dynamique de la CAN, de ce qu'elle propose depuis quelques années, cette équipe-là, pour moi, a un collectif redoutable. Parce que c'est une équipe qui est capable de s'appuyer sur des joueurs essentiellement locaux, mais pour faire chanceler tous les plus grands. Un peu à l'image de l'Égypte, 2006, 2008, 2010, qui avait marché sur l'Afrique avec des joueurs essentiellement, comme Jean-Philippe l'a dit, qui évoluent au Zamalek ou au Al-Ali. Depuis que cette équipe s'est recomposée avec des joueurs professionnels, l'Égypte a du mal à exister. Et pour moi, c'est la preuve aujourd'hui de ce fait-là, c'est l'Afrique du Sud, qui peut s'appuyer, comme j'ai dit, sur des équipes, sur des joueurs locaux pour arriver loin. Ils ont fait montre d'un collectif, on va dire, exceptionnel sur la dernière CAN. Ils ont sorti l'Égypte en 2019, je crois, en huitième de finale, la CAN organisée en Égypte. Ça vous dit que c'est une équipe qui est capable de regarder droit dans les yeux n'importe quel adversaire, fut-il l'adversaire le plus titré, l'équipe la plus titrée, pour la faire trébucher. Donc pour moi, cette équipe de l'Afrique du Sud, pour moi, va compter dans ce groupe B-là, avec l'Égypte. Pour moi, c'est le favori, c'est l'un des favoris, des grands favoris, à la course au titre même, pas seulement dans le groupe, mais dans la course au titre. Parce que pour moi, cette équipe-là, ça n'a fallu de peu qu'elle batte le Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, c'est une équipe qui, pour moi, arrivée à maturité. Ça fait quelques années qu'elle essaie, qu'elle produit du jeu, mais il lui a manqué ce brin de réussite à chaque fois. Pour moi, 2025 sonne comme l'année de la confirmation pour les Bafana Bafana. Et les 2 autres équipes dans cette même poule, nous avons l'Angola. L'Angola qui sera dirigé par Patrice Baumel, très connu ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que Patrice Baumel pourrait conduire l'Angola dans le dernier carré? José Diati. Conduire dans le dernier carré? Oui. Franchement, bon, c'est une compétition, hein, tout le monde a sa chance, mais pour ma part, je ne vois pas vraiment l'Angola dans ce dernier carré-là. Par contre, ça peut être la surprise du chef dans le groupe pour venir faire l'arbitre entre l'Afrique du Sud et, comme on appelle, l'Égypte. Mais c'est une équipe talentueuse, joueuse, et puis bon, qui a un bon coach qu'on connaît. Hein. Mais en toute sincérité, en tant que si je devais faire un pronostic, je ne le mettrais pas dans le dernier carré. D'accord. Vous, votre favori dans cette poule reste l'Égypte? L'Égypte. Ouais, très bien. Oui, Jean-Philippe, un mot sur Zimbabwe. C'est le petit poussé du groupe, il faut le dire clairement. Les Zimbabwéens essaient petit à petit de grappiller, je ne vais pas dire des places au niveau du football africain, mais ils essaient quand même de mettre leur football à niveau. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, quand on rentre en phase finale, c'était tout autre niveau. C'est l'expérience, l'habitude de la compétition qui parle. Et je pense que les Zimbabwéens, malgré leur bonne volonté, ils savent qu'ils sont encore en phase d'apprentissage. Dans un groupe où ils vont affronter l'Angola, qui est régulièrement présente à cette compétition. Ils vont affronter également l'Afrique du Sud, qui est un ogre du continent, sans oublier l'Égypte, également dans le Maghreb. C'est une formation qui est assez naïve dans son jeu, il faut le dire clairement. Et je pense qu'elle prendra cette compétition à venir comme un apprentissage sur la voie, je dirais, de son épanouissement, sur la voie de l'épanouissement de son football. Donc, je ne vois pas véritablement les Zimbabwe faire long feu, mais c'est l'inverse qui pourrait nous étonner et être la belle surprise de la compétition, au cas où les Zimbabwe se surpassent dans ce groupe. Exactement. Déjà, voici le calendrier du groupe B pour cette CAN 2025. Au niveau du calendrier du groupe B, les rencontres commenceront le 22 décembre 2025 avec les rencontres entre l'Égypte et le Zimbabwe et un alléchant Afrique du Sud-Angola. Le vendredi 26 décembre 2025, on aura Égypte-Afrique du Sud, un choc, suivi d'Angola-Zimbabwe. Et le lundi 29 décembre, Angola-Égypte, Zimbabwe-Afrique du Sud.
Voilà donc, dans Échauffement Maroc, ce soir, on s'intéressait donc au groupe B, à la poule B. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. Une question LGT pour vous, comme chaque soir. Coupe de la Confédération CAF. Le FC San Pedro a-t-il fait le plus difficile? C'est la question LGT. Le téléphone de la 3 est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la frontière de Côte d'Ivoire, hors des frontières de Côte d'Ivoire, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le FC San Pedro a réalisé une belle opération en venant à bout du Djoliba de Bamako dimanche lors de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération. Avec cette victoire, le représentant ivoirien a-t-il fait le plus difficile dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Le FC San Pedro, battu en Algérie lors de la première journée, se devait de gagner. Voilà donc la question LGT est posée et je vous propose de voir le point dans le groupe A et les résultats dans les autres poules de la Coupe de la Confédération. Ce sera tout à l'heure. Mais n'oubliez pas la question LGT, Coupe de la Confédération CAF. Le FC San Pedro a-t-il fait le plus difficile? Le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. Messieurs, sur le plateau, s'il vous plaît, à vos panonceaux, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un non pour tout le monde sur le plateau. Très bien. José Dati, pourquoi ce non? Non, je dis un non. Le FC San Pedro n'a pas encore fait la différence de la compétition, tout simplement parce qu'on n'est qu'au début de la compétition. Après 2 journées, je pense que les résultats produits par le FC San Pedro sont ceux à quoi vraiment un sportif avisé s'attendait. Le FC Safi encore, de l'Olympique Safi, pour engager un résultat. Donc à partir de là, on pourrait dire quand même que le FC San Pedro est en train de faire son chemin, est en train de a pris vraiment ses marques pour aller un peu plus loin de la compétition. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut observer et puis bon, voir les résultats du club au cours des 2 ou 3 prochaines journées de cette Coupe de la Confédération. D'accord. Pour vous, José Dati, c'est un peu trop tôt, c'est ça? C'est trop tôt. Ouais. Très bien. Vous avez donné donc un non. Kader aussi a donné un non. On l'écoute. Non, parce que l'objectif de San Pedro, c'est de sortir pour la première fois de cette phase des poules. Là. Et donc, c'est vrai que ça en prend le chemin avec cette victoire, mais rien n'est encore fait. Parce que moi, j'estime que pour atteindre cet objectif-là, eh bien, il va falloir gagner tous les matchs à domicile. Le FC San Pedro a réussi son examen de passage face à l'AC Djoliba, qui, quoi qu'on dise, est un habitué, est un grand de cette compétition-là, même si ces dernières années, eh bien, elle flanche un peu. Non, c'est une belle victoire, mais le travail doit continuer. Cette victoire-là ne comptera que si elle s'inscrit dans la durée. La durée, c'est battre l'USM Alger à San Pedro, c'est battre l'Olympique Safi à San Pedro. Il n'y a que comme ça que le FC San Pedro pourra réaliser son objectif. Pour moi, c'est une étape de franchie. Il va falloir garder le cap, maintenir les gamins en éveil parce que ce sont des jeunes issus tous du centre de formation. C'est un pari risqué, mais le FC San Pedro le réussit pour l'instant. Il y a le résultat, il y a le jeu produit. Pour moi, on n'est pas encore, on n'a pas encore réalisé ce qu'on attend de cette équipe-là, c'est de franchir la phase des poules. Et ça passe par 2 autres victoires à domicile. Et pourquoi pas aller chercher un point ou 2 à l'extérieur qui garantirait, n'est-ce pas, sa qualification pour le second tour. Très bien. Apparemment, Jean-Philippe pense pareil, puisqu'il a donné aussi un non. Oui, c'est une évidence. Je pense que ce n'est que l'entame de la compétition. On a 2 journées. Le FC San Pedro totalise 3 points sur 6, le possible. Une défaite qui a laissé des prémices quand même de la bonne santé du FC San Pedro dans cette phase de groupe, quand on s'incline 3-2 face à l'USM Alger, qui est l'un des ogres de la compétition, avec, je dirais, beaucoup de regrets, parce qu'on aurait pu ressortir de là-bas avec au moins un match nul, et qu'on enchaîne avec une victoire à domicile. Je dis simplement que le FC San Pedro semble être dans sa compétition. Et donc, j'aurais pu dire oui, qu'ils ont fait le plus difficile, parce qu'on sait très souvent... c'est l'entame de la compétition à domicile qui est déterminant pour la suite des événements. Si le FC San Pedro faisait un tout autre résultat qu'une victoire
à San Pedro, on se serait d'ores et déjà inquiété pour la suite. Mais ils ont très bien pris la balle au rebond et ils ont su battre cette équipe du Djoliba qui arrivait quand même avec des entraîneurs qui connaissent très bien le football local et qui avaient mis en place un système piégeux contre cette équipe. Donc le fait de réaliser cette victoire-là, oui, j'aurais pu, comme je vous l'ai dit, dire oui, mais ce serait un peu manquer de respect à la compétition et aux adversaires du FC San Pedro. Parce que là, pour moi, le plus dur, ce serait d'abord de réaliser un très bon parcours, c'est-à-dire essayer de prendre le maximum de points face à Safi. Le maximum de points, c'est en faisant un minimum de 4 points sur les 6 et un maximum de 6 points sur les 6. Après de ce moment, on pourrait dire que oui, le FC San Pedro a pris une très belle option sur la suite de la compétition. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt. Il faut que les garçons fassent redescendre la pression de cette victoire face au Djoliba parce que les adversaires qui arrivent seront d'un tout autre calibre. Très bien. Et nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Bebré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci bien. Et je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Et M. Kofi Mathieu, Coupe de la Confédération CAF, le FC San Pedro a-t-il fait le plus difficile? On vous écoute. Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. C'est sûr que la victoire remet un peu les choses en place. Parce que si elle perdait San Pedro perdait ce match-là, ça allait être un peu catastrophique pour la suite. Donc, gagner déjà, bien, ça les relance dans la compétition. Mais comme tout le monde le dit, ils doivent tout faire pour gagner tous leurs matchs à domicile. Et puis, aller chez les adversaires pour tenter de grappiller quelques points. Sinon, si on gagne le Djoliba et que l'USM Alger vient nous battre ici, c'est comme on n'a rien fait. Donc il faut que San Pedro s'arme de courage et regarde en face toutes ces équipes maghrébines là une fois pour pouvoir les battre aussi chez nous ici. Quand ils nous battent chez eux, on doit pouvoir les battre chez nous. Voilà, il faut qu'on enlève ce complexe qui commence à trop durer là. Donc je crois que quand les matchs allés vont prendre fin, on aura une visibilité quant à la suite. D'accord. Voilà. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Mais déjà, le jeu produit face au Djoliba, est-ce que ça vous donne de l'espoir par rapport à la suite de la compétition? Kader? Oui, forcément, un grand espoir. On s'est régalé hier ici, sur ce plateau-là. On a regardé, n'est-ce pas, cette équipe du FC San Pedro dérouler son jeu. C'est une grosse prise de risque qu'a opéré cette équipe du FC San Pedro. D'abord, en mettant en selle cette saison des joueurs qui sont montés, comme j'ai dit, il y a 2 saisons pour certains et une saison pour d'autres dans le grand bain de la Coupe de la Confédération. C'était un risque, mais un risque à prendre, un risque mesuré, un risque préparé, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'ils ont réalisé hier, c'était un jeu de grande classe. C'est vrai que sur la première période, ils ont déroulé, ils auraient pu alourdir le score. Après, il y a le péché de la jeunesse, il y a l'insouciance, il y a l'inexpérience. Mais c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'on a vu hier. On s'est bien régalé. Pour moi, il y a de quoi espérer pour cette équipe de FC San Pedro qui a le résultat et la manière. Pour cette équipe-là, je connais la majeure partie de ces garçons. Je les ai connus à 15 ans. Ils avaient gagné le TIDA en 2019-2020. Ils sont montés aujourd'hui 5 ans après. Ils ont 20 ans pour certains. Et donc, ils sont arrivés quelque part à maturité dans leur jeu, dans ce qu'ils produisent. On s'est régalé, comme je l'ai dit. On espère voir encore du très grand football avec cette équipe du FC San Pedro, qui est amené par un entraîneur qui les connaît, Bilal. C'est lui qui était, Atem Bilal, c'est lui qui était avec eux en U15. Il est monté avec eux, même si Nicolas Espy est l'entraîneur principal pour des problèmes administratifs. Pour l'instant, il est mis de côté. Non, j'espère qu'on va revoir encore du très beau football avec cette équipe du FC San Pedro qui nous a fait rêver hier. Hassen Belil, l'entraîneur du FC San Pedro, situe les ambitions et l'état d'esprit de son club dans cette compétition. C'est donc un élément de nos confrères de Radio Côte d'Ivoire, si la régie nous le permet. On y va. Tous les matchs sont importants. Il n'y a pas un adversaire redoutable. Après tout, c'est du football. Donc nous, on va vraiment faire un match honorable qui présente FC San Pedro comme club et le Côte d'Ivoire comme pays. Donc on vient pour être déterminé, concentré et mettre 3 points à notre compteur. Le football moderne, tout est dévoilé. Maintenant, il y en a les analyses des matchs, il y en a les vidéos.
Donc vous connaissez vos adversaires, soit leurs points forts, leurs points faibles. Donc comme j'ai dit précédemment, malgré tout, que nous sommes déterminés pour gagner ce match et mettre l'équipe sur les rails et pour le reste de la compétition. Voilà déjà que vous inspire les propos du coach Hassen Bellil, Jean-Philippe. Ben écoutez, c'est un entraîneur qui est bien concentré dans sa compétition et il fait une analyse assez réaliste de la prestation de ses garçons. Voilà, je pense qu'il en attend sûrement un peu plus. Il en attend tout simplement de voir ses garçons continuer à progresser, élever leur niveau de jeu et tenir tête au meilleur du continent. Donc c'est pour l'instant une satisfaction après ce résultat. C'est à eux de travailler maintenant pour poursuivre, je dirais tout simplement leur amélioration et puis on verra ce que cela va donner. Et c'est maintenant disponible, hein. Voyons donc le point dans le groupe A et les résultats dans les autres poules de la Coupe de la Confédération. Le point dans le groupe A, à l'issue de la deuxième journée, l'Olympique Safi s'est incliné face à l'USM Alger à domicile 0-1. Le FC Saint-Pédro a pris le meilleur sur le Djoliba AC 2-0. Au classement, l'USM Alger totalise 6 points plus 2. Le FC Saint-Pédro a 3 points plus 1. Il devance Olympique Safi qui a 3 points plus 0. Et le Djoliba AC est bon dernier avec 0 points moins 3. La troisième journée va se jouer le 25 janvier 2026. Le FC Saint-Pédro va recevoir Olympique Safi à Saint-Pédro et l'USM Alger va recevoir le Djoliba AC du côté d'Alger. Poule B, Azam FC, WAC de Casablanca, victoire à l'extérieur du Wydad 1-0. Nairobi United s'incline face à Maniama Union 1-0. Dans la poule C, AS Auto a étrié le CR Belouizdad 4-1. Singida Black Star a été tenu en échec par Stellenbosch 1-1. Dans la poule D, Zesco United s'est incliné face à Al Masry 3-2. Le Kaiser Chiefs a été tenu en échec par les Zamalek du Caire 1-1. Voilà, et nous avons un appelant, M. Zon Gaston Laoui, il nous appelle de Marcory. Bonsoir, M. Zon Gaston Laoui. Ah, bonsoir. Vraiment très intégré pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Mais comme je viens d'arriver, je salue d'abord tout le monde qui est sur le plateau. Hein, vraiment, je les aime. Bonsoir. On vous aime aussi, M. Zon Gaston Laoui. Allez, voilà, on vous écoute. Je viens à peine d'arriver. Quelle est la question? D'accord, je vous donne la question tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est avec plaisir. Coupe de la Confédération CAF, le FC Saint-Pédro a-t-il fait le plus difficile? Ça c'est une question, mais elle est très facile à répondre. Mais est-ce que... bon? Oui, FC Saint-Pédro en quart de finale ou en demi-finale? Monsieur Zon Gaston. Si Saint-Pédro est éliminé en demi-finale, ou je dis, mais en tout cas, ils ont fait le plus difficile, de fait au moins, ils ont déjà connu d'envoyer notre nom, Côte d'Ivoire déjà. En tout cas, dans ce genre de choses, c'est très bon. Ce qu'ils viennent de faire là, ils viennent maintenant d'emprunter maintenant le chemin. Oui. Voilà, donc on ne peut que prier Dieu. Et c'est ça qui est important. Donc l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, on est toujours derrière, en tout cas cette belle équipe. Quand elle est là toujours, nous on est derrière. Ça c'est notre rôle. Voilà. Parce que vous aussi, merci vous les journalistes, en tout cas la communication là, elle est importante. Et pour terminer, merci encore au président vraiment de judo, ce qu'ils ont fait depuis 3 jours au Palais des Sports. Merci à monsieur le ministre. Merci vraiment à tous les sportifs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Zon Gaston Laoui, et carton jaune. Voilà. Vous avez fait du coq à l'âne ce soir. Merci beaucoup. Gros bisous à vous, M. Zon Gaston Laoui. Voilà. Allez, Coupe de la Confédération CAF, le FC Saint-Pédro a-t-il fait le plus difficile? Pour M. Zon Gaston Laoui, c'est oui, hein, sur le plateau. C'est un non, mais déjà, comment appréciez-vous les performances du jeune Kader, du jeune Draman Kamagaté dans cette compétition? Je dis, Dati, j'arrive à vous. Hein. Oui. Il est phénoménal, tout simplement. Phénoménal dans l'efficacité, dans sa capacité à faire des appels, contre-appels. Il a fait passer un après-midi difficile aux deux défenseurs qui sont Diarra et Traoré, les défenseurs de l'axe central, parce qu'il est insaisissable. Ce n'est pas un attaquant, mais qui reste fixé, qui attend le ballon. Non. Il bouge, il décroche, il va participer à l'élaboration du jeu. Il s'est fait oublier par moment, et quand il décide de se faire voir, eh bien, comme on dit, le dégât matériel est constaté, le ballon au fond des filets. On le voit sur le premier but, l'appel de balle pour aller croiser la route du ballon et le décroiser ensuite. Le deuxième but, un appel de balle
et son jeu, je vais dire, dans la spontanéité, sans contrôle, il est capable de faire de grands gestes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait l'occasion de marquer un triplé ou un quadruplé même parce qu'il a eu des situations beaucoup plus intéressantes. Mais ce garçon-là, eh bien, de prouver voir si ce garçon-là grandit et pourquoi pas un jour avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et le gardien du FC San Pedro, qui prie le bateau. Mais écoutez, il a été... Le bateau. Les bateaux, oui. Mais il a été serein, tranquillement. Sur sa ligne, il a rempli, on va dire, ce qu'on attendait de lui. Il a, par moment, donné des ordres à ses défenseurs. Quand il fallait calmer le jeu, il était présent. Lui également, il est issu du centre de formation. Ils sont très jeunes et ils se frottent à la difficile expérience de la Coupe d'Afrique. Non, je pense qu'ils ont été à la hauteur tout simplement, même s'il y a eu une période de flottement au retour de la période d'oxygénation. Mais ils ont tenu la dragée haute aux Maliens expérimentés. Et donc, pour moi, ces garçons-là doivent se remettre, comme Jean-Philippe l'a dit, faire redescendre la pression, oublier ce match, se focaliser sur celui qui va arriver face aux Marocains. Ils nous ont fait plaisir pour terminer, parce que c'était un Côte d'Ivoire-Mali, il ne faut pas l'oublier. Ah, c'était un Côte d'Ivoire. C'est vrai. Et ils ont perpétué la tradition. Oui, José Diati, parlons donc de ces individualités. Non, le Kamagaté Draman, franchement, il faut dire que c'est une vraie pépite, quoi. Moi, étant même déjà au centre, je pense avec des amis qui sont au club, son nom ressortait déjà. Et il le prouve encore sur le terrain. Il a fait un doublé, je crois. Il a fait un doublé sur le terrain. Et il aurait même pu faire mieux même à Alger, n'eût été comme les conditions climatiques qui étaient vraiment très extrêmes. C'est pareil pour le bateau. Bon, on l'a vu quand même au match face à l'UMS Alger, il a fait quand même 2 ou 3 sorties qui n'étaient pas très correctes. Mais pour un gardien à son âge, je pense que les erreurs sont à tolérer, quoi, franchement. Donc, dans l'ensemble, ces jeunes garçons-là sont en train d'écrire eux-mêmes leur histoire. Et ça tombe bien. Ils ont le coach qu'il faut. En fait, le discours du coach passe. Parce que c'est un groupe qu'il connaît et puis ça permet aux jeunes vraiment de mieux s'exprimer. En tout cas, Kamagaté Draman, il faut déjà vraiment le programmer pour le... S'il n'a pas pris un peu des épaules, vraiment, je pense qu'il faut le suivre, ce garçon. Voilà. Même pour la sélection nationale. Et Jean-Philippe, le prochain match, c'est le 25 janvier 2026. C'est très loin. Donc, est-ce que cette longue trêve ne va pas refroidir un peu quand même le FC San Pedro? Tout le monde va se réchauffer au feu de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que tout le monde va profiter de cette longue trêve pour vibrer, mais surtout pour apprendre. Parce que ces garçons-là, je pense que pour la plupart seront au centre. Ils vont regarder les matchs, ils vont décrypter les matchs. Ils vont revenir ensuite et se refocaliser sur leurs objectifs. Ce sont des joueurs, je ne vais pas dire professionnels, mais qui ont vocation à l'être. Donc je pense qu'ils feront les préparations nécessaires pour très bien reprendre la compétition. Pour moi, non, ce ne sera pas une longue trêve, puisqu'elle sera mise, je dirais tout simplement, à contribution pour continuer à s'améliorer. Très bien. Et Kader, pour vous, comment maintenir cette flamme? Mais continuer le travail. La force du FC San Pedro, c'est qu'il a des infrastructures. À Brofodoumé, terrain d'entraînement, dans des matchs amicaux pour meubler. Il y aura également le championnat quelques journées, donc ils auront le temps. Il y aura des matchs amicaux, comme je viens de le dire. Il faut continuer à travailler. C'est une équipe qui nous a fait tellement plaisir. On se focalise peut-être sur le doublé de Kamagaté et Draman, mais dans la conception, sur le deuxième but, le ballon part de derrière, depuis le gardien. Et puis après, il y a l'élaboration du jeu. Ça veut dire que c'est préparé depuis des années. Il ne faut pas faire, il ne faut pas rester sur les acquis. Il faut gommer les imperfections, parce qu'il y en a eu dans ce match-là. Il ne faut pas penser que tout a été rose. Il y a du travail à faire, il y a un travail psychologique également. Mais ce sont des jeunes gens. Il y a un travail physique également dans la récupération, parce qu'on n'utilise pas des jeunes joueurs comme on utilise des joueurs qui sont confirmés. Donc il y a un travail à tous les niveaux à faire, dans la récupération, dans le coaching moral et psychologique, pour dire à ces garçons-là, débarrassez-vous de toute pression. L'objectif, c'est de passer la phase des poules. Et puis, si les choses, par match, on les prendra au fur et à mesure. Donc, pour moi, il y a un travail à faire dans la continuité pour permettre, n'est-ce pas, cette équipe du FC San Pedro de continuer à nous faire rêver à l'image du COE en 2014, il y a 11 ans jour pour jour, qu'elle arrivait en finale de la Coupe de la Confédération.
pourquoi pas cette équipe du FC San Pedro. Très bien. En tout cas, refermons en beauté cette page de l'actu avec tous les buts du FC San Pedro en phase de poule de la Coupe de la Confédération. On regarde. Voilà donc et bonne chance pour la suite pour le FC San Pedro. Des nouvelles de nos internationaux, c'est dans Saga des pros et c'est maintenant. Il est donc temps de passer à l'actu de nos internationaux. Comment se sont-ils comportés dans l'ensemble? Élément de réponse dans cette vidéo préparée par la rédaction. On regarde. Ils étaient très attendus, comme d'habitude, dans leurs clubs respectifs, aussi bien sur le vieux continent qu'ailleurs. Mais dans l'ensemble, ce week-end n'a pas été prolifique pour les internationaux ivoiriens. Fait aussi rarissime, cette fois, c'est un défenseur ivoirien qui a marqué les esprits en club en contribuant grandement au succès d'Atalanta Bergame. Il s'agit d'Odilon Kossounou en Série A, auteur d'un bijou contre la Fiorentina, battu 2-0. Ce but est symbolique pour le champion d'Afrique 2023, puisque c'est sa première réalisation la saison. Bonne nouvelle pour Christian Kwame, de retour dans le groupe de Fiorentina, même s'il n'a pu grignoter que quelques minutes. En Angleterre, Amad Diallo, même s'il n'a pas été décisif, a été précieux pour son Inao. Chris Oulaï, égal à lui-même avec Trabzonspor en Turquie, a été solide lors de la victoire de son équipe 3-1 face à Konyaspor. Le jeune prometteur milieu de terrain ivoirien peut se féliciter bien avant cette rencontre d'avoir remporté le trophée du plus beau but du mois d'octobre. Chris Bedia, avec Young Boys, a inscrit son 10e but dans le championnat suisse. Match soldé par un nul 4-4. Voilà donc des nouvelles de nos internationaux ce week-end. Oui, José Diati. Bon, comme l'élément me l'a dit, c'est un week-end où il n'y a pas eu trop de mouvements des internationaux ivoiriens, mais avec ce qu'on a vu, surtout la petite perle Inao. Inao Christ. Voilà, Inao Christ, je pense que dans l'ensemble, les performances qu'on a vues, je suis très content pour Kossounou, pour Kossounou qui marque son premier but. Et moi, je pense que dans l'ensemble, ce sont des performances qui pas extraordinaires, mais vraiment, je pense que dans l'ensemble, c'est toujours bon pour voir nos professionnels. Oui, Kader. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de blessés. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et puis ensuite, savoir que nos défenseurs comme Kossounou se projettent très souvent vers l'avant, puissent trouver le chemin des filets, c'est bon pour la confiance, c'est bon voilà, pour le fun. Après, un garçon comme Chris Oulaï Inao, qu'on attend, on va dire, comme la sentinelle de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, qui soit titulaire, qui prenne une part importante et prépondérante dans les victoires de son équipe, eh bien, rassure tout simplement et appelle à la confiance tout simplement. Et puis, je crois qu'il y a Franck Kessié également qui a marqué avec son équipe, mais ça c'était en Coupe du Roi en Arabie Saoudite. Non, je crois que les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, nos garçons sont titulaires dans leur club respectif et puis ils se comportent bien à l'image d'Amad Diallo, qui est un titulaire aujourd'hui indiscutable à Manchester United. Il a du temps de jeu, il est en confiance. Voilà, je crois que c'est le plus important. Marquer des buts, c'est vrai que ça décuple la confiance, mais être en activité, être titulaire, avoir du rythme dans les jambes chaque week-end, je crois que c'est le plus important puisque la CAN, c'est bientôt et ça sera ici sur la 3. Mais Amad Diallo, qui est de moins en moins décisif depuis quelques matchs, est-ce qu'il n'est pas en baisse de régime? Il n'est pas en baisse de régime, il a la parfaite confiance de son entraîneur. On peut jouer un match de football, pas faire de passes décisives, pas marquer de but, mais être décisif dans l'apport qu'on fait sur le terrain. Il joue énormément de minutes aujourd'hui. Moi, je prends plaisir à suivre les matchs de Manchester aujourd'hui parce que je sais que chaque week-end, son coach va le titulariser. Il est en train de progresser. Moi, je le dis clairement, c'est un garçon qui est en pleine progression. On n'a plus affaire au frêle Amad Diallo qui, sur certains contacts, se blessait. Aujourd'hui, on a
l'impression qu'il a repris, ou du moins son corps a accepté tous les efforts qu'il faut pour pouvoir évoluer régulièrement en Première Ligue. Et voilà, son équipe recommence à gagner, son équipe est dans la bonne moitié du tableau, je crois qu'ils sont 6e, ce qui était inespéré en début de saison, et le garçon n'est pas étranger à ce fait-là. Donc voilà, moi je pense simplement que c'est le seul espoir que les Ivoiriens ont, c'est de retrouver le Amad Diallo de Manchester United en sélection nationale, parce qu'on sait que c'est un garçon qui est pétri. Et Odilon Kosonou? Ben écoutez, Odilon Kosonou, il reste égal à lui-même. Hein. Ce coup d'éclat qu'il vient de faire avec la formation de l'Atalanta n'est pas le premier du genre. Je me rappelle encore de sa lourde frappe qui a envoyé le corner, qui a permis à Franck Kessié d'égaliser face au Nigeria en 2015. C'est un attaquant qui adore se projeter, qui est très bon balle au pied, qui a été un très bon apport sur les phases offensives, et il a démontré avec son club de l'Atalanta. Je pense que le plus heureux, c'est son entraîneur. Quand on sait par quelle épreuve le garçon est passé, avant de se retrouver aujourd'hui à ce niveau-là. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est tout bénef, parce qu'on va récupérer un Odilon Kosonou en pleine position de ses capacités pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et surtout Imez Faye qui doit se frotter ses mains, de retrouver son défenseur, Odilon Kosonou. Oui, oui, je pense que, moi je l'ai toujours dit indiscutablement, pour moi, c'est l'homme, il est titulaire pour moi au sein de la sélection, avec notamment Ndika. Il était blessé, il revient en forme, et puis bon, je pense qu'il a la confiance aussi de l'entraîneur, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, on a quelques heures, à quelques semaines ou bien... Quelques semaines. Voilà, de la CAN, et les listes définitives vont être prochainement promulguées. Et vous comprenez toute la motivation de chaque joueur à pouvoir donner jusqu'à la dernière minute ce qu'il peut apporter pour la sélection. Et c'est dans cette optique-là que je pense que Odilon s'est projeté. Et je pense que pour moi, c'est vraiment pas un souci pour Imez Faye. Le cas Odilon, c'est vraiment pas un souci. Pour moi, il y a une paire centrale, peut-être que mes confrères peut-être ne sont pas d'accord, mais pour moi, Odilon, il est titulaire indiscutable dans l'axe avec Ndika. Voilà. Imez Faye qui donnera sa liste la semaine prochaine, début de semaine prochaine, oui, sur Odilon Kosonou, Kader. Écoutez, c'est bon de le revoir, c'est bon de le revoir en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, comme Jean-Philippe l'a dit, défenseur solide qui forme la paire avec Ndika. Il n'y aura pas pour moi de surprise sur cette charnière centrale-là, et c'est bon de les voir comme ça évoluer chaque week-end. Pour un défenseur, il n'y a pas pire que d'être sur le banc et de perdre la confiance. Il est blessé, il s'était blessé, il est revenu à la compétition aussi rapidement que possible. C'est bon de le voir, on attend, n'est-ce pas, qu'il nous fasse de très grandes prestations. Lui aussi qui est capable de jouer milieu défensif. À l'époque, on l'avait essayé. Non, c'était un défenseur qui a plusieurs cordes à son arc. On attend de le voir en pleine forme avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et un mot sur Ibrahim Sangaré et Nottingham Forest. Ibrahim, c'est un garçon qui, sous Patrice Baumel, était l'indispensable du milieu de terrain. Ensuite, sous Jean-Louis Gasset, qui avait débuté la Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup d'espoir. Et puis sous Imez Faye, pour essayer, en élevant son niveau de jeu également, de porter ce milieu-là. Donc, tant qu'on le voit jouer dans son club, c'est une très bonne chose. On espère qu'en équipe nationale, il pourra répéter les gammes que nous lui connaissons. Et puis, ce sera pourquoi pas pour notre bonheur de l'autre côté au Maroc. Très bien. Et pour revenir sur Inao Christ, notons qu'avant ce match, ce week-end, il a reçu le trophée du plus beau but du mois d'octobre. Donc c'est vraiment un joueur à suivre de près. Non, je pense que c'est la révélation des dernières fenêtres convoquées par Imez Faye. Bon, on attend la confirmation quand même pour les prochains matchs, quoi. On attend la confirmation. Sinon, pour l'instant, il n'y a rien à dire, mais comme on le dit toujours, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas trop pousser le pion pour que le jeune garçon prenne un peu la grosse tête. Sinon, il a de l'avenir, et puis je pense qu'il va faire quelque chose de grand. Je pense qu'il sera retenu par Imez Faye, parce qu'il a la capacité aussi d'apporter beaucoup de choses au milieu du terrain. Et ça peut être la révélation au niveau de la sélection nationale pour cette CAN s'il est titulaire et s'il donne à fond. Très bien. Jules Dati, vous, apparemment, vous avez déjà votre liste. Oui, Kader. Il apporte un parfum de fraîcheur tout simplement dans ce milieu de terrain-là. On l'a vu face à l'Arabie Saoudite quand il est rentré, beaucoup de dynamisme. Il est plus jeune que Franck, que Seko et que Sangaré Ibrahim. Donc forcément, c'était
c'est un insouciant de griffe, mais un insouciant positif, parce qu'il va porter, comme j'ai dit, sa mobilité, capable d'aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires, capable de relancer proprement, capable de casser les lignes par ses courses, par ses conduites de balle. C'est un garçon complet, tout simplement. Et en plus, il est capable de marquer des buts. C'est tout bénéfique pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous, on a besoin d'avoir ce genre de joueurs-là qui n'ont rien prouvé encore et qui ont faim, tout simplement, qui veulent tout casser. Pourquoi pas piquer la place de titulaire à ses aînés. C'est de bonne guerre. On attend de voir ce garçon-là à la CAN. Pour moi, j'attends de le voir sur cette compétition-là pour qu'il puisse démontrer, n'est-ce pas, l'étendue de son talent. C'est un garçon qui est très intéressant. Et avec lui, Chris Bédia, qu'on a vu dans l'élément, qui est pour moi le profil qui se rapproche le plus de Sébastien Haller par ses mensurations, 1m90, bon de la tête et qui a 10 buts cette saison-là. Non, il y a vraiment de réels espoirs de voir, n'est-ce pas, de nouveaux visages à la CAN 2025. Très bien, merci beaucoup, messieurs. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci, Kader. Merci, Marie-Christine. Je vous en prie. Merci, Jean-Philippe. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.